Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Parlons tout de suite de diplomatie pour commencer. Le président Ange Rajoelina a reçu ce matin au palais d'État d'Iavlou la présidente de la République de Slovénie, Nataša Pirc-Musar, en visite d'État à Madagascar. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'État slovène dans le pays, mais qui vise déjà une solide coopération multisectorielle. Judica Ranjenirin, Natera Kutmav et Andra Zanjaibe. Au 21e coup de canon, la présidente slovène Nataša Pirc-Musar est arrivée à Iavlou. Le président Ange Rajoelina l'a accueillie à sa descente de voiture et les deux chefs d'État se sont présentés ensemble sous les drapeaux. Cette visite marque un tournant important dans les relations entre la Slovénie et Madagascar. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 2006, mais étaient restées tièdes jusqu'à aujourd'hui. Près de 20 ans plus tard, cette rencontre ravive les liens bilatéraux et pose les jalons d'une coopération renforcée. Plusieurs domaines cruciaux pour le développement, notamment l'énergie, l'éducation, l'eau et l'environnement, ont été évoqués au cours des discussions entre les présidents Ange Rajoelina et Nataša Pirc-Musar. L'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, nous allons célébrer les 20 ans de coopération entre Madagascar et la Slovénie. Votre présence ici à Madagascar, Madame la Présidente, symbolise un nouveau souffle pour renforcer cette coopération. Cette visite d'État constitue une opportunité historique pour relancer et structurer notre partenariat dans les domaines prioritaires tels que la transformation agricole et la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la protection également de l'environnement, l'autonomisation des femmes, le développement des villes rurales durables, la santé et l'éducation. Et j'en profite également pour vous remercier en avance pour les projets d'accès à l'eau potable qui vont améliorer durablement les conditions de vie dans plusieurs localités de Madagascar. Mais au-delà de ce cadre bilatéral, Madagascar et la Slovénie partagent des valeurs communes et une même vision d'un monde fondé sur la paix et la solidarité. Madame la Présidente, je suis convaincu qu'ensemble, avec détermination, nous saurons transformer notre vision et notre volonté politique commune en actions concrètes et durables. La présidente slovène a exprimé avec force sa volonté de coopérer. Première femme à diriger la Slovénie et également première présidente slovène à visiter Madagascar, elle a affirmé vouloir instaurer une coopération durable au bénéfice des populations. Avec le président, nous avons parlé de nos valeurs communes des États, mais nous avons parlé également des possibilités de renforcer notre coopération dans le domaine de l'aide au développement et de l'aide humanitaire, mais surtout ce qui n'est encore plus cher, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Madagascar est un des pays le plus biodiversifié au monde, mais en même temps, malheureusement, un des pays le plus affecté par le changement climatique. Ici, nous voyons beaucoup de possibilités pour la coopération des experts de la Slovénie qui ont une grande connaissance dans des domaines comme la protection de la nature, les ressources renouvelables ainsi que la gestion des eaux durables. L'un des thèmes principaux était notre soutien au développement du capital humain à Madagascar. Et ici, nous devons confirmer et apprécier grandement que même si la situation n'est pas facile, Madagascar investit beaucoup dans l'éducation des jeunes. Je crois sincèrement que l'accès au savoir est l'un des dons les plus importants que nous pouvons donner aux générations futures, d'autant plus dans les communautés où cela ne va pas de soi.
À l'issue de leur entretien, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques régulières a été signé à Yavlou. Cet accord permettra aux deux pays d'identifier et de structurer les domaines de coopération dans les années à venir. La rencontre a également mis en lumière la volonté de soutien mutuel entre Madagascar et la Slovénie au sein des instances internationales. La Slovénie s'engageant à appuyer Madagascar et Madagascar à soutenir la Slovénie. Agriculture à présent, la commune d'Ambouibar dans le district de Manzakaljin est prête à accueillir le projet Agropole ou pôle de production agricole et d'élevage. Le maire affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'une cession de terre aux étrangers, mais d'un projet de développement important reposant sur un partenariat technique avec les Israéliens. Le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire auprès de la présidence a entamé hier la sensibilisation des agriculteurs locaux sur ce projet. Tous se sont déclarés impatients de bénéficier de ce pôle de production. Andeniana Martina, Sech Andianab. Une superficie de 250 hectares dans la commune d'Ambouibar, district de Manzakaljin, servira de site pilote pour l'installation de l'agropole ou pôle de production et d'élevage dans la région Analamang. Un projet qui, selon le maire, transformera profondément Ambouibar et fera de la commune un haut lieu de la riziculture. Malgré ces vastes terres, la commune rencontre des difficultés en matière de productivité, d'où la nécessité de transférer des technologies israéliennes pour soutenir ce partenariat dans le cadre du projet Agropole. En plus des soutiens techniques en matière d'agriculture et d'élevage, des infrastructures de base seront également mises en place pour améliorer la production à Ambouibar. Actuellement, les habitants ne moissonnent qu'une fois par an avec un rendement de 1,5 tonnes par hectare. Grâce à ce projet, ils pourront moissonner 2 fois par an et atteindre jusqu'à 10 tonnes par hectare, selon le maire. La commune progressera vers l'autosuffisance alimentaire et le niveau de vie de la population s'en trouvera rehaussé. Aucun mètre carré de terre ne sera cédé à des étrangers dans le cadre de ce projet, a réaffirmé Arvouni Ramananzanahar, secrétaire général du secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire. Le projet a été présenté aux agriculteurs de la commune qui ont manifesté leur volonté de participer pleinement au pôle de production agricole et d'élevage. Ambouibar deviendra un modèle de développement. Les activités ne se limiteront pas au riz, mais s'étendront également à l'élevage. Le projet concernera 4 régions. Outre Analamang, il aura également des pôles de production à Alochamangour, Vaknakarach et Bungulav. D'après les sources, plusieurs communes se montrent aussi enthousiastes et engagées qu'Ambouibar. De nombreuses organisations paysannes, églises et autres entités souhaitent également bénéficier de ces pôles de production réalisés en collaboration entre le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire et l'entreprise israélienne privée LR Group. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'objectif de modernisation du système de production et d'autosuffisance alimentaire prôné par le président de la République, Andrazouel. Le froid et le retard des pluies ont eu un impact sur la culture du riz, selon les constats effectués dans la région d'Alochamangour lors d'une descente sur le terrain le week-end dernier. Certains plants de riz changent à cause du retard dans l'entretien, d'après les techniciens, ce qui pourrait entraîner une baisse de rendement selon les explications. Toujours un reportage de Andeniana Martina et de Sech Adjanab. Depuis le mois de mai, la température a chuté jusqu'à 11 degrés Celsius dans la région d'Alochamangour. Les jeunes pousses de riz qui ont germé pendant cette période froide ont montré des changements, comme on a pu le constater lors de la visite de terrain du week-end dernier. Ce phénomène touche aussi bien les variétés locales que les hybrides qui ont été semés tardivement, selon le directeur du développement de systèmes agricoles au sein du secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire, Mboula Andjamang. Toujours selon ses explications, ce phénomène est courant dans les zones rurales.
et pas seulement dans la Loja Mangour. On observe également ce type de situation dans les régions actuellement froides comme Analamang et Vaknakarach. En ce qui concerne le calendrier agricole habituel à Madagascar, la récolte commence généralement entre le mois d'avril et la mi-mai. Santé à présent, il ne devrait pas y avoir de rupture d'approvisionnement en vaccins pour les centres de santé, selon le ministre de la Santé publique. Il affirme que les vaccins sont une priorité au sein du ministère ces 4 dernières années. Les centres de santé doivent ainsi savoir gérer leur stock pour éviter d'éventuelles ruptures. Radramananzatouf, Anzarazanaravel. De nombreux vaccins peuvent être obtenus auprès des centres de santé. Il y a les vaccins destinés aux nourrissons et aux enfants, ceux pour les femmes enceintes, ainsi que d'autres vaccins comme celui contre le Covid-19. Tous ces vaccins sont accessibles gratuitement. Le ministre de la Santé publique, le professeur Zeil Rajamanathan, a affirmé qu'aucune rupture d'approvisionnement en vaccins ne devrait se produire. Des mesures spécifiques ont déjà été mises en place par le ministère pour la gestion des vaccins. Il appartient donc aux centres de santé de bien gérer leur stock et d'évaluer leurs besoins. Tout le monde peut bénéficier de ces vaccins auprès des centres de santé. Culture à présent, la 2e édition du concours d'art oratoire dénommé Eloquentia entre dans sa phase finale le 7 juin prochain au studio Arena Ivanj. Le gagnant de ce concours représentera Madagascar à Paris lors de la compétition internationale prévue pour le mois d'août. Natera Koutumav sur les images de Yves Janel. Entame, malgré lui, l'œuvre suprême et le roman de sa vie. Fraîchement sorti du four, en français, le ventre de sa mère, il fait le premier contact avec le monde. La prise de parole en public ou art oratoire attire de plus en plus les jeunes. Ce domaine est en pleine expansion et certains en ont fait des concours. Ce jeune homme était le gagnant de cette discipline en 2024. Plusieurs aspects doivent être maîtrisés si l'on veut se faire une place dans la prise de parole en public, affirme-t-il. Outre le fait de savoir parler en public, il faut maîtriser l'aspect intellectuel et surtout avoir une bonne culture générale. Il faut également savoir manier les mots avec humour et maîtriser l'aspect artistique, ajoute Rakchaseterantsu, le lauréat de la dernière édition. Ce concours d'art oratoire organisé par des jeunes étudiants dénommés Eloquentia entre actuellement dans sa phase finale. Ils étaient 171 participants au départ, mais seulement 4 s'affronteront lors de la finale qui se tiendra le 7 juin prochain au studio Arena Ivanj. Le gagnant de ce concours représentera Madagascar à la compétition internationale de Paris, prévue pour le mois d'août. Et puis, environ 20 000 personnes se sont inscrites pour participer à la formation gratuite proposée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans le cadre du projet FIDIRIAF qui s'est tenu à Fianarantsoa samedi dernier. Cette initiative FIDIRIAF s'aligne parfaitement avec la politique générale de l'État en matière de développement humain. Actrice de Viva Fianarantsoa. L'objectif principal du METFB, à travers l'événement FDIRIAF, organisé à Fianarantsoa, est de permettre à chaque individu d'accéder à un emploi. Les bénéficiaires ont le choix entre 11 filières de formation proposées. Environ 20 000 personnes se sont déjà inscrites pour bénéficier de ces formations gratuites. Des stands ont été installés pour exposer les produits réalisés par les anciens bénéficiaires, fruits de ce qu'ils ont appris durant leur formation. Pour terminer les actualités locales, les acteurs du secteur du tourisme regroupés au sein de l'AGMHCM ou Association des gîtes, des maisons d'hôtes et de charme de Madagascar s'engagent dans un processus de digitalisation. Cette démarche s'accompagne d'une amélioration de la qualité des services proposés aux clients dans le but de dynamiser le secteur du tourisme à Madagascar. Yves Janel. L'AGMHCM vient de franchir une étape importante dans la professionnalisation et la transition numérique du secteur touristique.
Cette initiative s'inscrit dans l'objectif du ministère de recevoir 1 million de touristes. L'amélioration des normes et de la qualité dans le secteur est assurée par un partenariat entre la GMHCM, la société SGS et l'agence Mediaclick. Grâce à la digitalisation, la recherche et la réservation des maisons d'hôtes seront plus simples et plus rapides. Le site gîte.mg facilitera la tâche des opérateurs, mais surtout celle des touristes. L'entrée dans l'ère numérique apportera une amélioration significative et durable à l'ensemble du secteur touristique malagasy. Passons à présent aux actualités internationales. Les problèmes cardiaques constituent la première cause de mortalité dans le pays, mais seuls 140 cardiologues en Côte d'Ivoire. Pour pallier ce manque de suivi, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en lien avec la start-up Data 354, a développé un bot qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge. France 24. Comme un adulte sur 3 en Côte d'Ivoire, Christophe Bigba souffre d'hypertension artérielle, une maladie cardiovasculaire qui nécessite un suivi régulier et un traitement quotidien à prendre à vie. Ce jour-là, il reçoit pour la première fois un appel un peu particulier. Pour commencer, pourriez-vous me dire quand vous avez pris votre tension artérielle pour la dernière fois? Aujourd'hui. Très bien. Pourriez-vous vraiment me donner les chiffres de votre tension artérielle d'aujourd'hui, s'il vous plaît? 14, 8. Avez-vous réduit votre consommation de sel récemment? Réduire le sel est très bénéfique pour la santé cardiovasculaire. L'Institut de cardiologie d'Abidjan réalise actuellement une étude sur une cohorte de 300 patients hypertendus pour tester ce robot conversationnel développé par une start-up locale. Désormais, Christophe recevra un appel toutes les 3 semaines. J'ai un suivi régulier, certes, mais c'est périodique et je dis que c'est 3 fois par an. Je pense que ça permettra aux médecins, mais à moi-même, de prendre soin de mon traitement et puis d'être focus sur les recommandations qui m'ont été faites. Une innovation qui permet aux médecins de trier les urgences, d'autant que la Côte d'Ivoire ne compte que 140 cardiologues pour l'ensemble de son territoire. J'ai reçu donc ce matin l'alerte pour un patient qui a une pression artérielle très élevée. Donc on rentre en contact avec le patient pour voir s'il a des symptômes particuliers qui peuvent rapidement le mettre en danger et éventuellement pour le voir physiquement en consultation. Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires et ses complications comme l'AVC et l'infarctus sont devenues la première cause de mortalité chez les adultes en Côte d'Ivoire. La mortalité également par les AVC a augmenté de près de 20% dans nos pays, alors qu'on sait que la mortalité liée, par exemple, au sida, au paludisme, grâce aux efforts qui ont été déployés, moyens qui ont été déployés, a reculé. À terme, l'équipe du professeur Ngueta espère étendre l'usage de ce robot conversationnel au suivi de l'ensemble des maladies chroniques. Au moins 27 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés par des tirs de l'armée israélienne près d'un site de distribution de nourriture dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a indiqué avoir été confrontée à des suspects lors d'un mouvement de foule le long des routes menant au site de distribution d'aide. France 24. Des civils palestiniens à nouveau tués par l'armée israélienne lors d'une distribution de nourriture. C'est ce qu'affirment les autorités sanitaires de Gaza lundi. La veille déjà, c'est sur ce même site de distribution d'aide non loin de Rafah que des dizaines de Palestiniens sont morts. Que le monde entier voit ce que les Israéliens et les Américains nous font. Ils mentent, ils disent qu'ils nous aident, mais ils nous tuent, ils nous bombardent et nous tirent dessus. Israël nie avoir tiré sur des civils et parle de rumeurs propagées par le Hamas. Le Hamas fait tout son possible pour nous empêcher de distribuer l'aide. Il répand de fausses informations, essaie d'empêcher les habitants de Gaza d'atteindre les centres de distribution. Chaque jour, les habitants de Gaza se pressent devant les souks populaires. La situation humanitaire est désastreuse dans le territoire palestinien, où Israël a imposé un blocus complet pendant plus de 2 mois. Près de 2 millions de Palestiniens risquent la famine si l'aide humanitaire n'arrive pas plus rapidement. Fin mai, l'armée israélienne a légèrement allégé le blocus, mais les agences de l'ONU et les ONG ont toujours du mal à acheminer l'aide dans l'enclave en raison des restrictions israéliennes
et de l'effondrement de l'ordre public à Gaza. Pour les Nations Unies, le système actuel de distribution d'aide est dangereux et inefficace. Il est inacceptable que les Palestiniens risquent leur vie pour de la nourriture. Le secrétaire général demande qu'une enquête immédiate et indépendante soit menée sur les tragédies qui ont eu lieu et que les responsables rendent des comptes. L'armée israélienne poursuit ses opérations au sol dans la bande de Gaza. Lundi soir, elle a lancé un appel à évacuer un quartier de la ville de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Et puis des djihadistes du Nîmes liés à l'Al-Qaïda affirment s'être emparés de la base militaire de Boulkessi, dans le centre du Mali. L'armée malienne a confirmé avoir dû se replier face à l'intensité des combats. Le bilan fait état de plus de 30 morts. France 24. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme avoir déjoué des attaques djihadistes contre cette position dans la localité de Tombouctou, située dans le nord-ouest du Mali. Côté djihadiste, dans un communiqué, on affirme que des attaques coordonnées ont été menées contre les positions de l'armée malienne à Tombouctou et que des dégâts ont été causés. Côté maintenant, population locale interrogée, elles ont d'ailleurs passé la plupart du temps chez elles, cachées, parce qu'il y avait des coups de feu, et plusieurs témoins affirment que les djihadistes ont mené plutôt des attaques coordonnées contre plusieurs positions de l'armée malienne dans la localité de Tombouctou. Des dégâts ont été constatés. Un peu plus au centre, une autre attaque, cette fois-ci, dans le camp de Boulkessi. L'armée malienne affirme avoir, là également, déjoué une autre tentative d'attaque de djihadistes contre ce camp, alors que sur le terrain, les témoins affirment que les djihadistes sont plutôt rentrés dans le camp, pris de l'armement, ils ont attaqué les positions de l'armée malienne, causé des dégâts, causé également de nombreuses victimes. Un peu plus au sud, vers la localité cette fois-ci de Sikasso, ce sont des engins explosifs improvisés que les djihadistes ont utilisés contre des convois de l'armée malienne. Là également, il y a eu des dégâts. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après, retrouvez l'émission Nizouk, présentée par Seine Ranirlant. Au revoir et bonne soirée sur Viva.